Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes le 14 janvier 2025 et au nom du Synofdès, tout d'abord, je vous présente nos meilleurs vœux et je vous souhaite la bienvenue à notre premier webinaire de l'année. Donc le sujet que nous allons aborder porte sur l'évolution du parcours de cofinancement dans le cadre du CPF et ce sont la DGEFP et la Caisse des dépôts et des consignations qui mènent conjointement des travaux sur l'évolution de ce type de parcours. Ils proposent des ateliers à l'ensemble des acteurs du champ de l'emploi et de la formation professionnelle afin de leur présenter ces évolutions. C'est donc ce cadre qui nous réunit aujourd'hui et l'occasion de vous donner des points de repère sur les fondamentaux, le cadre réglementaire du CPF, Agora, les dispositifs qui sont à la main des entreprises et leurs grands principes de financement. Et une focale vous est proposée également sur l'abondement, la dotation volontaire et la participation financière. Alors au préalable, les quelques règles d'usage. Donc le webinaire est en cours d'enregistrement et il sera envoyé avec le support de présentation directement dans vos boîtes mail à tous ceux qui s'y sont inscrits. Alors nous sommes sous un format Teams spécifique. Je pense que vous l'avez remarqué, les micros et les caméras sont volontairement coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Donc c'est en haut à droite de votre écran et ça se nomme Q&R. Et ce seront Océane Todesco et Philippe Brivet de la CDC, que je remercie par avance, qui vous répondront au fil de l'eau. Donc le webinaire dure 1h30, donc vous avez complètement le temps de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et enfin, je vous présente nos intervenants et j'en profite aussi pour vous remercier. Donc Cécile Bertrand et Moana Corneli de la DGEFP, ainsi que Darius Kachani de la CDC. Cécile, c'est à vous, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous et puis également meilleurs vœux. Donc Cécile Bertrand, je travaille au ministère du Travail, donc à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle que vous connaissez bien, DGEFP. Et nous voulions avec la Caisse et également Moana, qui travaille aussi à la DGEFP, vous présenter ce dispositif personnel de formation qui comprend d'autres, qui est plus large que les droits CPF, puisque vous allez également avoir une présentation sur Agora. Pour le CPF, on voulait juste vous faire un rappel des points clés, c'est-à-dire que le CPF, c'est la matérialisation des droits individuels à la formation. Le droit individuel à la formation, il a 20 ans. Il est fruit d'initiatives des partenaires sociaux, d'accords interprofessionnels, et il s'est matérialisé d'abord par le DIF, qu'on a tous connu et qui était réservé aux salariés et qui n'était pas transposable entre différentes entreprises. Et ensuite, c'est pour ça qu'en 2015, et avec un nouvel accord transpartisan des partenaires sociaux, il y a pu avoir la première version du compte personnel de formation qui avait déjà cette idée de commencer à permettre que les droits soient transposables et qu'ils puissent être utilisés tout au long de la vie professionnelle, mais qui était encore une fois de plus centré sur les salariés. En 2019 est rentrée en vigueur, fin 2019, la version du compte personnel de formation que l'on connaît tous actuellement et qui est issue de la loi du 5 septembre 2018 et qui a permis, qui a été un véritable Big Bang dans le champ de la formation professionnelle et qui a permis de structurer les dispositifs tels qu'on les connaît actuellement, à savoir que le compte personnel de formation est maintenant universel pour tous les actifs, qu'il permet de garder ses droits tout au long de sa vie professionnelle jusqu'à la retraite, puisque le compte personnel de formation a une ambition d'insérer la personne dans l'emploi, de la maintenir dans l'emploi, eu égard aux transitions professionnelles qu'elle peut subir. Et donc, c'est pour ça qu'à la retraite, ces droits, ils ne s'éteignent pas, ils ne sont pas perdus, ils restent attachés à la personne, mais elle ne peut plus les utiliser. Et donc, tous les actifs, c'est-à-dire que maintenant, les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants capitalisent des droits. Et également, lorsque des droits ont pu être
capitalisé pendant la vie active et qu'on est en période de recherche d'emploi, il reste mobilisable et il reste attribué à la personne. Donc ça, c'est vraiment une évolution et également une autre évolution qui nous est enviée par beaucoup de pays de l'Union européenne, puisque en 2022, il y a une recommandation de l'Union européenne pour que des droits individuels à la formation soient développés par l'ensemble des États membres et principalement l'Union européenne s'est positionnée en faveur du modèle français, c'est qu'il y a une plateforme unique qui permette de consulter, de rechercher et de mobiliser ces droits, qui est Mon compte formation. Donc, pour ce qui en est de l'alimentation des droits du compte personnel de formation, c'est une alimentation qui est assez égalitaire, puisque que l'on soit salarié ou non salarié, du moment qu'on a travaillé dans l'année, on a droit à une alimentation, une même alimentation qui est de 500 € par an si on a travaillé 50% ou plus dans l'année. Donc, ce qui fait aussi et ce qui permet de lutter contre le travail partiel subi, notamment, par exemple, lorsque l'on doit s'arrêter une partie pour garder ses enfants. Si on a travaillé en dessous de 50%, on est quand même alimenté, on reconnaît ce travail passé et c'est alimenté au prorata du temps d'activité. Il y a une majoration qui est prévue pour les personnes qui ont été considérées par la loi du 5 septembre 2018 comme devant particulièrement être formées pour s'insérer ou se maintenir dans l'emploi. Ce sont les personnes qui ne disposent pas de qualification et celles qui sont en situation de handicap. Bien entendu, on le sait, les agents publics ne sont pas passés en euros pour le compte personnel de formation. Ils en disposent d'un, ils peuvent l'utiliser via leur RH de proximité, mais ils ont aussi la possibilité, lorsqu'ils sortent de la fonction publique, de pouvoir convertir ces heures en euros. Et également, lorsqu'ils rentrent dans la fonction publique, s'ils avaient acquis des euros précédemment, soit ils peuvent les utiliser comme ils le souhaitent sur la plateforme Mon compte formation tout au long de leur vie professionnelle, soit ils peuvent les convertir en heures s'ils le souhaitent. Donc, je vais vous... Alors, par contre, pour quelles sont les actions éligibles au CPF? Ça aussi, la loi du 5 septembre 2018 a permis un élargissement, puisqu'avant, c'était des listes qui étaient... décidé par une commission. Maintenant, ce sont toutes les formations certifiantes. Donc, on a vraiment orienté le compte personnel de formation vers la personne. La personne est maître de son évolution professionnelle. Elle peut choisir parmi toutes les formations qui sont certifiantes, qui permettent d'acquérir un diplôme et qui sont reconnues, ces formations enregistrées au sein d'un des 2 répertoires de France Compétences, puisque France Compétences n'inscrit au sein de ces répertoires que les formations qui sont les plus particulièrement insérantes ou maintenant dans l'emploi. Donc, c'est pour ça que ce libre choix a pu être permis au sein du compte personnel de formation. Ce qui signifie que lorsqu'une formation n'est pas éligible, c'est parce qu'elle ne correspond pas à une certification, elle ne mène pas à une certification. Et si l'on souhaite rendre cette formation éligible, à ce moment-là, il faut enregistrer une certification correspondante auprès de France Compétences ou alors demander, si vous trouvez déjà une certification équivalente, à pouvoir être reconnu par le certificateur pour qu'il indique à France Compétences puis la Caisse des dépôts et consignations que votre organisme de formation mène à sa certification. Toutes les certifications enregistrées auprès de France Compétences sont disponibles sur le site de France Compétences. Et donc, c'est comme ça qu'on peut rechercher si des certifications sont enregistrées ou sont arrivées à échéance. Ce qui est intéressant de noter aussi, et ça rejoint l'innovation de Mon compte formation, c'est que tout se fait de manière automatisée. L'alimentation, l'ouverture de Mon compte formation et également, est-ce que la formation est éligible ou non? Il n'y a pas de déclaration à faire par l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations a déjà les informations comme quoi telle ou telle certification est enregistrée auprès de France Compétences ou alors tel organisme de formation est habilité à mener cette formation menant à cette certification. Mais le législateur, et parce qu'on est en France, il y a toujours des exceptions à la règle, il y a des formations dites de droit qui ne mènent pas à des certifications, qui ont été rendues éligibles par le certificateur parce qu'elles ont été jugées
en 2018, particulièrement insérant dans l'emploi ou permettant d'orienter la personne, ou alors il fallait que le marché de la certification se développe. Alors, le premier, hein, c'est les certifications de création reprise d'entreprise qui n'avaient pas de pendant de certification. Maintenant, c'est plus le cas et donc, c'est pour ça que c'est remis en débat. Le deuxième, donc, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire n'est pas une formation professionnelle en soi, mais mène tout de même à un examen in fine. Donc, il n'y a que les préparations aux épreuves de permis de conduire qui sont éligibles, ce qui signifie qu'il doit y avoir un examen derrière. Donc, tout ce qui est les formations où il n'y a pas de sanction d'épreuve à la fin, ce n'est pas éligible. Par exemple, les passerelles pour passer d'une catégorie à l'autre où il n'y a pas il y a juste besoin de suivre la formation, ce n'est pas éligible. Ou alors la récupération de points n'est pas éligible. Il y a également les bilans de compétences qui sont éligibles. Pourquoi? Parce que les bilans de compétences permettent de faire le point sur sa situation, de définir un projet professionnel et donc vont amener potentiellement le candidat déjà à mieux construire son projet et à s'orienter vers la certification adéquate. Et donc, in fine, retourner vers le compte personnel de formation une nouvelle fois. Et enfin, il y a les actions de validation d'acquis d'expérience. Pourquoi? Parce que ces actions de validation d'acquis de l'expérience mènent à l'obtention d'une certification. Donc, on est aussi dans l'objectif premier du compte personnel de formation. C'est une autre voie pour l'obtention d'une certification. Et oui, et pour les permis de conduire, j'avais oublié de dire, depuis mai 2024, hein, juste une précision, c'est que il y a eu l'ouverture à toutes les catégories de permis de conduire. Donc, celles qui n'étaient pas déjà ouvertes, c'était les permis moto. Et donc, de ce fait, c'est un permis léger, un premier permis léger pour le CPF. Donc, si on a déjà le permis voiture, même si on ne l'a pas passé avec le CPF, à ce moment-là, on n'a pas le droit au permis moto et inversement. Ce qui est intéressant de savoir aussi et que je n'ai pas dit, donc il y a un plafonnement. Ce plafonnement de l'alimentation du compte personnel de formation est calculé sur la base de 10 alimentations pleines. Donc 500 € par mois, 5 000 €, 800 € par mois, 8 000 €. Pourquoi? Parce que c'est une incitation à ce que la personne utilise régulièrement ses droits pour qu'elle se maintienne dans l'emploi, parce qu'il y a des transitions professionnelles très importantes et rapides dans le monde du travail qu'on a pu voir nous tous ces dernières années, notamment des mutations technologiques. Donc, il faut que la personne puisse rester employable. Au bout de 10 ans, les droits ne sont pas perdus. Hein, ça, c'est une fausse information qui a pu être véhiculée lorsqu'il y avait beaucoup de démarchage. Ces droits reste acquis à la personne, donc elle reste avec 5 000 € ou 8 000 € et dès qu'elle les réutilise, à ce moment-là, l'année qui suit, l'alimentation est reprise. Donc, c'est vraiment pour inciter la personne à ce qu'elle utilise ses droits et qu'elle reste employable. Donc là, je vais laisser la main à Moana pour un dispositif qui est intégré dans le système d'information du compte personnel de formation, qui est Agora et qui est nourri d'une partie par toutes les données de consommation du compte personnel de formation. Oui, alors les organismes, alors la loi du plein emploi stipule que les organismes de formation informent les financeurs du début des interruptions de l'achèvement de la formation pour chacun de leurs stagiaires et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent de ces stagiaires. De ce fait, la plateforme Agora a été créée et elle repose sur 2 décrets. Un décret 5 qui est relatif à l'information des organismes de financeurs sur les entrées et sorties de formation et un décret en Conseil d'État relatif à l'organisation des échanges de données dématérialisées entre les différents financeurs. Alors concrètement, qu'est-ce que la plateforme Agora? Je vais peut-être changer de slide. La plateforme Agora, c'est un hub de données de la formation professionnelle. Dans ce hub de données, c'est un gisement de connaissances gigantesques des données de la formation professionnelle, issues des données des grands formateurs tels que le SI de France Travail, le SI CPF, le SI des OPCO, des régions, etc. Alors dans cette plateforme, on retrouve l'ensemble des données issues
qui suivent le parcours de la formation professionnelle de chaque individu, qu'il soit salarié, en demandeur d'emploi ou ceux qui bénéficient d'un conseil en évolution professionnelle. Cet outil est un référentiel unique de la formation professionnelle, tout dispositif confondu. Il est important pour le ministère du Travail, aussi bien pour le pilotage stratégique que pour le pilotage opérationnel. Alors, nous retrouvons 5 grandes catégories de données dans Agora. Les données relatives à l'identité du bénéficiaire, donc nom, prénom, ville de domiciliation, etc. Les informations liées à l'action de formation, donc l'intitulé de la formation, le code RS, RNCP qui sont liés, les modalités de la formation, les informations liées aux entrées, interruptions et sorties de formation, donc les dates de début et de fin prévisionnelles ou effectives d'une formation. Lorsque la formation a été clôturée en avance ou à terme, les motifs de clôture et de fin de formation. Les informations liées au parcours telles que si la personne a bénéficié auparavant d'un conseiller en évolution professionnelle, par exemple, et toutes les informations liées au financement, donc le coût de la formation, les frais annexes qui ont été alloués aux bénéficiaires, s'il y a eu de la rémunération, etc. Alors, ensuite, quels sont les enjeux de cette plateforme? Alors, il y a 4 grands enjeux. Le premier, c'est l'institution qu'on se donne qui est dites-le-nous une fois. C'est-à-dire que chaque financeur va envoyer ses données dans Agora. Si un autre financeur intervient sur ce projet, il n'aura pas à recréer le dossier. Il va récupérer une information qui existe déjà dans Agora et il va le compléter avec les informations qu'il possède. En deuxième lieu, donc décloisonner les silos de données afin qu'il y ait un partage entre les différents financeurs. Améliorer le suivi et l'accompagnement dans le parcours des usagers. Donc on peut évaluer, on peut suivre l'évolution d'un stagiaire avec ses différentes formations, voir s'il a obtenu sa certification, s'il a obtenu un emploi à 3, 6, 12 mois grâce à la DSN. Et en dernier lieu, fournir les informations incontournables sur les politiques de formation. Donc, je vais vous expliquer à peu près le schéma qui est sur le côté droit. Donc, l'organisme de formation, un bénéficiaire va le contacter pour pouvoir faire une formation. Donc, il va créer le dossier de formation qui sera envoyé du coup à l'organisme financeur. Cette information sera ensuite envoyée vers Agora. Comme je le disais, dans le cas de cofinancement, par exemple, si un financeur A et un financeur B interviennent sur le projet, ils vont tous les deux alimenter les données, le dossier. Ensuite, on aura à la fois les données des certificateurs, les données de la DSN, qui est la dénomination sociale nominative. Donc, on peut savoir s'il y a 3, 6, 12 mois après une formation, si la personne a trouvé un emploi, et les informations liées aux opérateurs de CEP. Alors, dans les slides qui suivent, nous vous présentons les différents cas d'usage ainsi que les différents partenaires qui sont liés actuellement à Agora. Si on peut vous faire un état des lieux assez rapide des partenaires, actuellement, nous avons 60 partenaires qui sont accrochés dans Agora. Donc, comme nous avons France Travail, les différents OPCO, les régions, les acteurs de CEP tels que APEC, France Compétences. Nous avons actuellement 23 dispositifs qui sont connectés à Agora et nous avons 29 millions de dossiers qui ont été envoyés depuis 2019. Et l'information la plus importante, c'est que nous travaillons autour d'un unique dictionnaire de données pour tous ces partenaires. Et dans la continuité de faire d'Agora une plateforme de référence sur la formation professionnelle, nous avons mandaté la Caisse des dépôts pour qu'elle puisse nous construire un portail vitrine. Donc, vous trouverez le lien cliquable sur le PowerPoint qui vous sera diffusé. Dans cette page vitrine, vous retrouvez toutes les informations d'Agora sur son utilité, comment s'y accrocher, ce qu'on peut y trouver et la présentation des différents cas d'usage. Et donc, pour revenir au CPF, alors c'est lié, c'est que le compte personnel de formation, donc il y a l'alimentation générale qu'on a pu tous voir qui est issue du travail. Je n'ai pas spécifié, mais c'est dès 16 ans ou dès 15 ans en cas d'apprentissage. Donc, on prend vraiment en compte toutes les périodes d'activité. Mais il se peut qu'il y ait pas assez sur le solde lorsqu'on veut
recourir à sa formation, ou alors il se peut aussi que son employeur ou un autre financeur, même si on a de l'argent sur son solde, souhaite verser un financement pour venir participer à cette entrée en formation ou pour inciter à cette entrée en formation. Il y a plusieurs outils qui sont prévus par la loi, le Code du travail, notamment la loi du 5 septembre 2018, pour permettre cela. Et il y a également une troisième possibilité qui est un financement supplémentaire qui peut intervenir par un financeur tiers, parce que ce dernier en est obligé. C'est pour corriger une situation qu'a pu subir le salarié, notamment s'il n'y a pas eu d'entretien professionnel pendant 6 ans, par exemple, s'il y a eu un licenciement économique ou si une personne a été sanctionnée parce qu'elle était lanceur d'alerte. Donc, ce sont des cas qui sont possibles. Il y a également, mais ça c'est pour avoir une vision globale, les autres compteurs et les autres comptes, on peut dire, qui sont liés au CPF, qui formaient le compte personnel d'activité, qui peuvent être utilisés pour abonder, pour permettre de financer le reste à payer pour rentrer en formation. Donc, c'est à la fois le compte professionnel de prévention, c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans des métiers à risque. Là encore, c'est automatique, c'est les déclarations des employeurs qui permettent d'identifier que ce salarié est à risque et donc il a des points sur ce compte qui peuvent être transformés en euros pour le CPF, et aussi le compte engagement citoyen. Donc, les personnes qui s'engagent bénévolement de manière volontaire, de manière civique ou même dans la sphère pompiers, police ou autres, ont le droit à des euros sur ce compte qu'ils peuvent mobiliser en abondant CPF. Mais là, on va vraiment se focaliser sur les financeurs tiers qui peuvent être mobilisés dans le cadre du CPF, qui sont en dehors du C2P et du CEC. Ces financeurs tiers, ça peut être l'employeur, ça peut être l'OPCO, ça peut être le fonds d'assurance formation pour les non-salariés, ça peut être des associations ou France Travail, également lorsqu'on est demandeur d'emploi. Il y a divers outils qui sont proposés. C'est d'une part payer le reste à charge, c'est-à-dire que le salarié ou la personne a identifié une formation, il n'a pas assez sur son CPF pour financer cette formation, alors le financeur va venir participer sur le restant dû. Il y a également, ce dont je vous parlais, la dotation. La dotation, c'est attribuer des droits supplémentaires au salarié ou à la personne, quel que soit son solde CPF, pour que ce dernier entre en formation. Et enfin, il y a un dernier outil qui s'appelle l'avance du coût de la formation. C'est un accord de branche qui prévoit que l'employeur peut, dans certaines certifications visées, et après conventionnement, on verra avec la Caisse des dépôts et consignations, prendre en charge les frais et demander ensuite un remboursement à la Caisse des dépôts et consignations qui décrémentera, qui enlèvera les droits CPF correspondants sur chaque salarié. Il est important de retenir quand même que le Code du travail pose comme règle que les droits CPF sont pris en priorité, l'alimentation générale. Donc, les financements tiers ne seront débités qu'une fois que le compte CPF sera vidé, mais ça n'empêche pas de la co-construction pour autant, et que les abondements issus, enfin les financements supplémentaires qui sont versés par les employeurs ou par les OPCO permettent une exonération de la participation financière obligatoire. Et bien sûr, pour les demandeurs d'emploi, de facto, cette exonération de participation financière obligatoire est déjà posée par le Code du travail. Donc, je vais passer la main à Darius qui va vous présenter plus précisément ces fonctionnalités de ces 3 outils qui permettent la co-construction ou le financement tiers, et également les avantages et les inconvénients, parce que ce sont des dispositifs qui ont été mis en place lors de l'entrée en vigueur du compte personnel de formation. Donc, au cours, le CPF est rentré en novembre 2019, donc ça a été mis en place 2020-2021. Mais on se rend compte que
eh ben, il y a toujours des ajustements ou des simplifications qui doivent être menées parce que l'objectif premier, c'était déjà que le CPF marche. Là, maintenant, le CPF, on a bien vu qu'il marchait, qu'il a rencontré un succès et qu'il était rentré dans la vie professionnelle de tout un chacun. Mais maintenant, il faut que les financements tiers puissent être développés et correspondent, et que ces outils correspondent aux besoins de ces financeurs et qu'on puisse aussi mieux les suivre, notamment pour Agora qui nous a été présenté précédemment. Donc, je vais laisser la main à Darius. Merci Cécile et bonjour à toutes et tous. Donc, Darius Kachani, je suis responsable d'offres abondement au sein de la direction de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, comme le disait Cécile, vous avez ici un état des lieux des offres qu'on propose et donc l'objectif c'est de vous présenter les avantages et inconvénients. Premier dispositif. Les abonnements automatisés, le principe est relativement simple. Le financeur nous délègue une enveloppe de fonds et on met en œuvre en fait de manière technique la politique d'abondement du financeur sur la base d'un triptyque sur lequel je reviendrai plus en détail par la suite. Le public visé, les formations de certification visées et la modalité de prise en charge. Donc ces abondements, l'avantage, c'est qu'ils vont, dès lors qu'ils seront transposés dans notre SI CPF, ils vont être proposés automatiquement aux titulaires, sans un besoin d'instruction finalement de la part du financeur tiers à la maille individuelle. Donc c'est un gain de temps qui est non négligeable, une charge relativement faible pour le financeur qui va être informé on va dire mensuellement, trimestriellement, des abondements qui sont finalement délivrés, de la consommation des enveloppes, ou de l'enveloppe ou des enveloppes qui nous sont déléguées. Et c'est un parcours qui est relativement fluide pour le titulaire, puisque le titulaire va se connecter sur son compte, va choisir sa formation, et dès lors qu'il va être identifié comme éligible, va se voir proposer un abondement qui va pouvoir sélectionner. Et donc, du coup, soit la formation est finalement payée en totalité, soit il y a encore un reste à charge de son côté. Mais en tout cas, le parcours est relativement clair et fluide. Et donc, qui dit enveloppe déléguée dit qu'on peut travailler sur un volume relativement important. Donc, dès lors que le montant de l'enveloppe est importante, on a plusieurs dossiers finançables sur une année, voire plus. Les contraintes, on va dire, et les limites de ce dispositif, c'est que le financeur ne peut pas travailler sur une maille, on va dire, individuelle, une maille titulaire. On va être plutôt sur l'identification d'un public, mais on ne va pas pouvoir dire je veux seulement financer ces 4 personnes-là de mon entreprise, ces 4 personnes-là de ma branche, ces 4 personnes-là de ma région. Donc, on est dans une logique où on transpose une politique d'abondement, mais on ne peut pas faire du 1 pour 1. L'abondement, il est proposé lorsque les droits acquis sont épuisés. Ça, je répète ce que disait Cécile précédemment, dans la logique de la loi. Donc, ça veut dire que si les titulaires ont suffisamment de droits pour payer leur formation, ils ne verront pas ces abondements proposés. Autre sujet, de transposer une politique d'abondement dans le dispositif Concorde de formation, ça nécessite quand même de mettre en place des critères relativement simples. Ça veut dire des éléments qui permettent d'identifier soit les publics, soit les formations de manière simple. Et donc, on s'appuie sur des référentiels type DSN, type données communiquées par l'URSSAF, pour identifier ces personnes-là. Le dispositif de délégation d'enveloppe nécessite aussi généralement une avance de fonds qui est suffisamment conséquente. On ne peut pas travailler sur la mise en place d'un dispositif avec un montant trop faible. Question aussi de coût de mise en œuvre. Et on a bien évidemment une phase de conventionnement qui encadre cette délégation d'enveloppe, donc la mise en place d'ateliers et d'un suivi tout au long de la vie de ces abonnements.
Deuxième dispositif présenté aussi par Cécile, c'est le remboursement des droits CPF, donc l'avance de fonds, dans le cadre d'accords d'entreprise, de groupe ou de branche. L'avantage pour les financeurs, alors pour les employeurs, hein, pour le coup, c'est qu'ils ont complètement la main sur leur processus d'inscription en formation de leurs salariés et donc de contractualisation avec leur organisme de formation partenaire. Donc là, il y a une possibilité de s'organiser avec voilà, des sessions de formation avec les OF. L'autre intérêt et avantage majeur, c'est qu'il y a un sujet de TVA qu'on n'a pas sur la plateforme de formation. En revanche, le dispositif, pour qu'il soit mis en œuvre avec la Caisse des dépôts, nécessite un conventionnement et surtout une phase aussi d'audit et de contrôle de la Caisse des dépôts sur justement la manière qu'ont les employeurs à contractualiser avec les organismes de formation et la manière de s'assurer aussi de savoir comment ils ont réussi à obtenir l'accord du salarié à pouvoir mobiliser leurs droits dans le cadre de ces avances de formation et donc de demande de remboursement a posteriori des actions de formation à la Caisse des dépôts. C'est un processus qui passe hors SICPF et qui est relativement lourd aujourd'hui à mener. Et enfin, le dernier dispositif sur lequel on va très largement revenir aussi sur cette séquence, c'est le principe de dotation sur les comptes titulaires. Aujourd'hui, les financeurs au sens large ont la possibilité, depuis le portail des entreprises, de s'habiliter à ce service, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'espace des employeurs et des financeurs, l'espace EDEF, pour doter les compteurs de leurs titulaires bénéficiaires, soit de leurs salariés quand on parle d'employeurs, ou bénéficiaires au sens large quand il s'agit d'autres financeurs. Et donc, ils ont la possibilité en une action, de doter le compte de 1 à 100 bénéficiaires. Alors, ça répond à plusieurs cas d'usage. On l'a dit au préalable, soit on dote sans un lien avec un projet de formation, soit on le fait parce qu'il y a un vrai projet de formation et qu'il y a une co-construction avec le titulaire. Et là, c'est cette possibilité, ces évolutions qu'on vous présentera dans un troisième temps. On a la possibilité avec ce dispositif d'être dans une maille très individualisée de financement voilà, pour co-construire avec des publics très spécifiques. Et c'est un avantage indéniable. En revanche, la contrainte, jusqu'à date, c'était qu'on ne pouvait pas être dans une logique de co-construction pure, hein, puisqu'il n'y avait aucun lien bloquant dans le parcours d'achat direct qui permette de dire j'ai doté le compte de mon titulaire, mais il va bien l'utiliser pour la certification qu'on a vu ensemble. Ça sera le cas dans un futur très proche. Et on n'avait pas la possibilité pour le financeur de récupérer ces fonds si ils n'étaient pas finalement consommés ou qu'ils étaient consommés de manière impropre par le bénéficiaire. Donc l'objectif de faire évoluer, on va dire, ce dispositif de dotation, c'est de rester dans la logique de la réglementation et de l'esprit de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Et donc, le Code du travail prévoit que les financeurs peuvent alimenter les comptes des titulaires, soit pour compléter les droits acquis sans lien direct avec un projet de formation. C'était voilà, l'objectif, en tout cas, de la dotation à son démarrage. Soit de compléter les droits en financer une formation ciblée dans une logique d'abondement. Le parcours dotation va permettre à tout type de financeurs qui sont listés en deuxième paragraphe de l'article 6323-4 du Code du travail de venir abonder les compteurs des titulaires
et choisir la certification visée et que cette dotation puisse être mobilisée seulement pour la certification visée avec le financeur. Cécile le rappelait également, dans le cadre de ces abondements, on aura une exonération de la participation financière, donc seulement pour les dotations dites employeurs ou OPCO. Ce sont les deux financeurs qui sont identifiés aujourd'hui par le décret. Et donc, dans ce futur proche et ces évolutions qui sont prévues, permettre aussi aux financeurs de suivre l'usage de ces dotations, le parcours de formation finalement des bénéficiaires, en leur mettant à disposition les données directement dans leur espace EDEF. Et donc le remboursement, si la dotation n'a pas été utilisée ou utilisée partiellement, dans un délai que va aussi définir le financeur. On reviendra dessus juste après. Ce qui a été livré déjà récemment au 5 septembre 2024, c'est la possibilité pour le financeur de renseigner la certification visée, quand bien même cette donnée-là reste informative aujourd'hui. Le titulaire est quand même notifié que cette dotation a été réalisée, attribuée dans le cadre de la certification. Et donc, je le rappelais aussi juste avant, on va faire évoluer on va aller d'un caractère informatif finalement à un caractère bloquant, un contrôle dans courant de l'année 2025. L'autre nouveauté qui a été livrée le 11 novembre 2024, c'est la possibilité, c'est la notification mail qui est transmise au financeur dès lors que le titulaire mobilise sa dotation. Seulement s'il mobilise sa dotation, alors il est informé par mail de la certification qui a été visée, de l'intitulé de la formation et de l'organisme de formation qui a été choisi par le bénéficiaire, avec les dates de session et le coût de formation global. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est une simplification de cette modalité de cofinancement, une sécurisation du lien aussi entre le financeur et le bénéficiaire. Et donc, courant de cette année et des années prochaines, on va continuer à faire évoluer ce parcours dotation pour permettre d'assurer finalement le cadre qui a été défini. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts, et d'ailleurs demain aussi, ne peut pas se substituer à la relation employeur-salarié, notamment, et les éventuels conflits qu'il y a entre les deux parties. Pour autant, l'évolution qui portera sur le contrôle de la mobilisation de la dotation pour la certification visée devrait très largement réduire la possibilité de ces conflits qui peuvent être rencontrés actuellement, même si on constate dans les faits qu'on n'a pas de sujet de ce type. Et je vais repasser la main du coup à Cécile Bertrand de la DGFP pour vous présenter le cadre réglementaire autour de la participation financière obligatoire. Oui. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est la participation financière obligatoire qu'on a commencé à indiquer en dévoilant les exonérations, mais juste je voulais synthétiser la partie 2. Donc jusqu'à présent, il y avait des possibilités de verser de l'argent par un tiers sur le compte CPF d'un actif. Il y avait une possibilité technique qui était offerte par la CDC qui permet, et qui est toujours là, qui est l'abondement automatisé, qui permet de viser une certification et de définir que la personne n'a pas assez sur son compte pour se former, mais qui nécessite un conventionnement, une gestion d'enveloppe financière, énormément de salariés, donc qui n'est pas ouverte à tous. Et il y avait un deuxième outil qui est l'espace des employeurs et des financeurs qui permettait
de verser de l'argent à l'aveugle à son salarié. Je dis à l'aveugle parce qu'on ne pouvait pas cibler une certification. On ne pouvait pas dire je te verse de l'argent sur cette plateforme pour que tu ailles te former vers telle certification, tu as tant de temps pour te former, je récupérerai cet argent si tu ne le fais pas ou si tu abandonnes en cours de formation. On ne pouvait pas non plus enfin, on pouvait le faire, mais hors plateforme. C'est-à-dire que la plateforme ne pouvait pas rappeler aux salariés et à l'employeur qu'est-ce qui s'était passé avec cet argent et comment il doit l'utiliser. Là, c'est vraiment cette évolution qu'on veut faire passer sur cet espace des employeurs et des financeurs qui est à la main du financeur qui va pouvoir rentrer lui-même devant son écran toutes ces données et qui n'aura pas à faire une convention avec la Caisse des dépôts avec une gestion d'enveloppe à plusieurs millions avec la Caisse des dépôts. Donc, c'est vraiment aussi dirigé vers les TPE, les PME pour ce qui est des salariés, mais également pour tous les autres types de financeurs qui sont listés par le Code du travail. Et donc, la participation financière obligatoire, elle avait été introduite en fin 2022 avec la loi de finances pour 2023, mais elle a vraiment été mise en œuvre le 2 mai 2024, puisqu'il y a eu énormément de consultations et de concertations qui ont été faites avec les partenaires sociaux, avec les représentants du secteur, et puis il y a eu des changements gouvernementaux aussi pour définir quel était le bon montant de cette participation obligatoire. L'objectif de cette participation obligatoire, c'est surtout de responsabiliser le titulaire. Ce n'est pas de mettre en place un coût supplémentaire par rapport à la formation. Donc, la participation obligatoire, c'est comme pour ce qui est de l'assurance maladie, c'est qu'il y a une partie qui, du coût de la formation qui est affichée par l'organisme de formation sur mon compte formation, qui ne peut pas être prise en charge par le compte personnel de formation. Donc, elle est à payer par la personne ou par un financeur tiers pour que la formation puisse être souscrite sur mon compte formation, donc réservée pour le candidat. Cette participation financière obligatoire, elle est en responsabilisation du titulaire parce que le fait de devoir s'impliquer financièrement, ça va aussi tester sa motivation à suivre de bout en bout la formation et in fine, puisque la majeure partie des formations sont certifiantes, de passer également la certification, parce qu'en passant la certification, on a l'attestation des compétences acquises et on peut les mobiliser ensuite dans le monde du travail. La loi prévoit des exonérations possibles. Et ces exonérations possibles, elles ont été positionnées, bien entendu, sur les personnes qui nécessitent le plus de se former pour retrouver un emploi ou qui se forment dans le cadre d'une co-construction. Ce sont donc les demandeurs d'emploi, mais également les personnes qui font l'objet d'une co-construction avec leur employeur ou leur OPCO. Ces personnes qui ne rentrent pas dans ces cas d'exonération, c'est-à-dire que la participation financière obligatoire est ramenée à 0, ils doivent payer cette participation financière obligatoire qui avait été fixée initialement à 100 €, mais qui est revalorisée chaque année. Et donc, ils doivent l'avancer sur la plateforme Mon Compte Formation pour que la formation puisse être souscrite, mais ils peuvent se faire rembourser et c'est le décret qui a mis en place cette participation financière obligatoire qui fixe aussi qui c'est qui peut vous le rembourser. Un organisme de formation ne peut pas rembourser la participation financière obligatoire. Ce n'est que l'employeur qui peut le rembourser ex post parce que, par exemple, le salarié a souscrit sur mon compte formation, mais peut-être qu'il ne savait pas ou qu'il ne voulait pas demander à son employeur un financement pour cette dite formation, donc il a dû payer la participation financière obligatoire, mais finalement, l'employeur juge que cette formation est particulièrement aussi intéressante pour lui parce que les compétences que le salarié va acquérir, il va pouvoir les utiliser aussi dans son entreprise et donc il va pouvoir rembourser au salarié cette participation obligatoire. Le salarié en fait la demande après à discrétion de l'entreprise de l'accepter ou non, mais comptablement, il va pouvoir le rembourser. Ça, c'est important. Et surtout, ça ne sera pas imposable pour lui ou pour le titulaire et ni de charges sociales non plus.
Ou il y a aussi l'OPCO qui va pouvoir rembourser ces fonds, donc l'opérateur de compétences dont l'entreprise, qui relève de la compétence de l'entreprise où la personne est salariée. Donc, ça peut être intéressant aussi aux salariés de se rapprocher de son employeur, qui peut se rapprocher aussi de l'OPCO pour savoir dans quelles conditions ils peuvent prendre en charge cette participation financière obligatoire. Donc, exonération, c'est la personne ne paye pas la participation financière obligatoire. Prise en charge, c'est que la personne l'a payée et elle demande un remboursement. Je veux juste aussi indiquer qu'il y a des cas d'exonération qui sont également prévus, et ça reboucle avec ce que je disais en introduction, pour les personnes et les salariés qui travaillent dans les métiers à risque et qui sont bénéficiaires d'un compte professionnel de prévention, donc le C2P. C'est s'ils en font usage au sein de mon compte formation, c'est-à-dire qu'ils transforment leurs points en euros pour réaliser une formation, à ce moment-là, ils ne vont pas avoir de participation financière obligatoire, ils seront exonérés, donc ça sera à zéro, parce que ce sont des personnes qui doivent réaliser des transitions professionnelles, qui doivent se reconvertir, parce qu'on ne peut pas rester ad vitam dans un métier à risque. Il faut que ces personnes se reconvertissent pour rester employables tout au long de leur carrière. Et il y a également les personnes qui ont subi un accident du travail ou une maladie professionnelle avec un taux d'invalidité de 10%. À ce moment-là, la Caisse nationale d'assurance maladie, excusez-moi, envoie avec le récapitulatif et l'avis d'invalidité une possibilité d'obtenir un abondement, un versement de fonds à hauteur de 7 500 €. Et dans ce cadre-là, lorsque la personne fait usage de ces 7 500 €, il n'est pas appliqué non plus de participation financière obligatoire, parce que ces personnes ont subi déjà un préjudice du fait de leur vie professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle, donc il faut qu'elles se reconvertissent. Donc on ne va pas appliquer une double peine. On considère que dans ce cadre-là, les personnes sont déjà en responsabilité pour se former. Mais dans tout le reste, l'usage du CPF qu'on a pu définir pendant ces 5 ans, il était nécessaire qu'on puisse mettre cette responsabilisation pour que les personnes n'en fassent pas un usage déviant ou abusif aussi dans tout ce qu'on a pu connaître comme dérive sur mon compte formation. Donc, je ne vais pas reciter ici. Mais voilà, et donc, je laisse Darius vous présenter plus en détail comment ça fonctionne concrètement sur mon compte formation, parce que, encore une fois, tout est automatisé. Et ça, c'est intéressant de voir que la personne, en fait, les démarches administratives sont vraiment réduites au maximum de ce qu'on a pu faire. Et ensuite, il y aura une présentation plus précise de l'outil de cofinancement qu'on a pu commencer à vous présenter en propos introductif sur comment un financeur peut concrètement participer à l'entrée en formation d'un titulaire de CPF. Merci Cécile. Peut-être aussi dans la lignée de ce que tu indiquais, la participation financière obligatoire, en effet, qui a été mise en place le 2 mai 2024 avec un montant initial fixé à 100 €, a été revalorisé donc ce début d'année 2025. Le nouveau montant de la participation financière obligatoire est transposé à l'écran. Il est de 102 € et en effet, tout est automatisé dans la plateforme Mon Compte Formation, mais je vais vous le présenter. Ça veut dire que d'un point de vue automatique, l'exonération, elle est appliquée dès lors que le demandeur d'emploi est reconnu via notre API d'accrochage à France Travail. Donc en effet, il n'y a pas de démarche supplémentaire. On connaît les demandeurs d'emploi et donc dès lors, s'ils ont les fonds suffisants pour régler leur formation, la participation de 102 € n'est pas appliquée. Autre sujet qui est automatiquement identifié, c'est les titulaires qui auraient reçu une dotation de la part, donc soit de leur employeur, soit de leur OPCO, post-activation
des frais de participation obligatoire, c'est-à-dire depuis le lancement de ce dispositif de participation. En revanche, l'exonération n'est pas automatiquement identifiée lorsque le titulaire est éligible à un abondement automatisé. Donc, désolé pour la double notion d'automatiser. Je vous le disais précédemment, si un financeur nous délègue une enveloppe et que le titulaire peut bénéficier d'un abondement, alors il devra de toute façon activer cet abondement pour mettre à jour du coup son plan de financement et dans ce cas-là être exonéré de la participation financière obligatoire. Si en effet il n'active pas son abondement, l'application des 102,23 € sera effective. Donc il y a un intérêt, alors on l'accompagne sur la plateforme, c'est mis en avant, de bien cocher cet abonnement. Comment ça se matérialise, on va dire, d'un point de vue parcours? Alors là, vous avez un exemple extrêmement simple d'une formation qui coûte 1 000 € et le titulaire dispose des fonds, des droits suffisants. Il a 1 000 € de droits. Donc, on va dire, avant les frais de participation obligatoire, de manière assez classique, il avait la possibilité de payer sa formation entièrement. Post-activation de ces frais de participation qui sont du coup désormais revalorisés, le titulaire ne va pouvoir mobiliser que 897,77 € du coup, hein, dans l'exemple extrêmement précis là, et donc s'acquitter des 102,23 € par carte bancaire. Donc dans le parcours, on a cette notion de droit formation utilisable et une explication relative par rapport au règlement des frais de participation obligatoires. Donc là, on est dans le cadre, exemple, d'une personne qui n'est pas exonérée de cette participation financière obligatoire. Le cadre d'un demandeur d'emploi, lui, pour le coup, il aura cette mission de droit formation utilisable de 1 000 €. Celui qui dispose d'une dotation de son employeur ou de son OPCO verra également des droits formation utilisables jusqu'à hauteur de 1 000 €. Et on a un exemple d'attestation, et ça rejoint aussi ce qu'indiquait la DGEFP juste avant, permettre aux titulaires finalement de demander le remboursement a posteriori de l'achat de formation et de l'acquittement à la participation financière. Il retrouve dans son attestation d'inscription en formation cette notion de reste à payer avec la notion de participation financière obligatoire. Alors, dans l'exemple qui n'a pas été mis à jour des montants comme la slide précédente, on voit finalement qu'il a bien réglé cette participation financière obligatoire et donc c'est une attestation qui lui servira pour lui demander le remboursement. Voilà comment se matérialise d'un point de vue SI la participation financière obligatoire. Donc pas de démarche, encore une fois, pour le titulaire, tout est fait automatiquement. Une des offres que je vous présentais précédemment, donc les abonnements automatisés, c'est l'occasion aussi de vous montrer, de vous rappeler le principe général, parce que c'est un dispositif qui sert les financeurs comme les régions, comme les opérateurs de compétences et les branches professionnelles qui ont finalement un souhait qui ont des enveloppes de formation relativement importantes et qui vont du coup nous déléguer des enveloppes, enfin leur enveloppe ou les enveloppes à partir de critères qui vont finalement définir soit dans les accords qui sont préalablement signés. Et donc, ces critères qui sont prédéfinis concernent le triptyque que j'ai évoqué, c'est-à-dire le public visé, les formations ciblées et les modalités de prise en charge. Alors là, vous avez finalement les étapes clés pour pouvoir
accéder à la mise en œuvre de ces politiques, de cette politique d'abondement automatisé, des ateliers de préconventionnement, où on vient, la Caisse des dépôts en tout cas accompagne le financeur à l'identification et à la validation de ces critères. La phase de conventionnement avec la co-rédaction de la convention et la phase de signature par l'ensemble des parties, soit bipartite quand on travaille avec un seul financeur, soit tripartite, voire quadripartite quand plusieurs parties prenantes autour de la table. On a le cas notamment avec les branches et les OPCO qui sont financeurs. Et puis dès lors qu'on a passé la phase de conventionnement, on a le versement des fonds avec notamment une avance d'au moins 50% de l'enveloppe. Et la Caisse des dépôts, derrière, va faire le paramétrage, donc va mettre en œuvre de manière technico-fonctionnelle ce qu'a défini le financeur, activer l'abondement qui, du coup, va être visible sur mon compte formation et mobilisable automatiquement par les bénéficiaires qui sont éligibles. Et puis toute la phase de suivi qui est quand même importante, où on vient dresser un état des lieux autant financier que qualitatif sur les dossiers qui sont cofinancés, avec pour la plupart des financeurs, et pour rappel, la possibilité d'accéder à des données via Agora. Aujourd'hui, pour matérialiser aussi l'intérêt de ce dispositif, côté monde économique privé, on travaille aujourd'hui avec 6 OPCO et 8 branches professionnelles. Vous avez un exemple de ces financeurs sur la slide. Pour une enveloppe, on va dire, globalisée, ça reste des enveloppes individuels financeurs, mais pour une manne, on va dire, financière de 25 millions d'euros. On ne présente pas ici les chiffres, on travaille également aussi avec les régions ou même l'État. Je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur cette slide, puisque, encore une fois, on parle du triptyque public visé, formation visée, et puis quelle modalité de prise en charge. La seule préconisation de la Caisse des dépôts quand elle accompagne ses financeurs à la mise en œuvre, c'est quand même de commencer avec des critères qui sont relativement simples, au moins pour tester le dispositif, et voir potentiellement pour affiner derrière en fonction de publics dits, on va dire, très spécifiques, s'ils sont identifiables bien évidemment, soit par la DSN, soit par des canaux d'alimentation d'autres partenaires de la Caisse des dépôts. Et bien évidemment, cette politique d'abondement, sous réserve de modifications, d'avenants aux conventions signées, elles peuvent évoluer également et faire évoluer ces règles d'abondement à n'importe quel moment du dispositif. Comment ça va se matérialiser d'un point de vue parcours? Alors là, vous avez l'exemple d'un titulaire qui est en phase de recherche de formation. Il rentre sur une fiche formation et finalement, dans le bloc financement, alors qu'on voit là plutôt en partie basse de la slide, il va avoir un rappel du coup du montant de la formation et donc de ses droits formation qui va pouvoir mobiliser. Bon, là, dans l'exemple, il y en a 0 €, mais c'est pas grave. Le principe est seulement de vous montrer qu'il y a un bloc de présentation des aides au financement. C'est ici que le titulaire, finalement, va pouvoir cliquer sur le petit bouton, le petit toggle, pour mettre à jour son plan de financement et donc avoir une vision, finalement, du reste à payer potentiel qu'il aura pour s'inscrire en formation. Donc là, en l'occurrence, on est dans un cadre très classique où le financement, qui est en plus un financement, on va dire, d'un financeur listé pour les exonérations de la participation financière obligatoire, il va cliquer sur le toggle et il va se rendre compte qu'il n'aura pas de participation financière de 102 € et 23 centimes, et donc du coup va pouvoir payer l'intégralité de sa formation grâce à l'abondement proposé par soit l'opérateur de compétences, la branche, la région, les financeurs avec lesquels on travaille.
Je vais passer donc pour clôturer cette séquence, faire une focale sur le parcours de dotation. On fait exprès de parler de dotation volontaire et de droits supplémentaires parce que ce sont les deux typologies de dotation qui sont visées par toutes les évolutions qu'on mène avec la DGEFP pour sécuriser, on va dire, le lien financeur-bénéficiaire. Les d'autres typologies de dotations, qui sont des dotations réglementaires, ne sont pas concernées, puisque ce sont des alimentations pour manquement et non des dotations dites d'abondement de co-construction. Donc, ce sont seulement les dotations volontaires et les droits supplémentaires qui sont visés par les évolutions du parcours ELEF. Peut-être pour rappeler quand même que est mise à disposition des employeurs et des financeurs ce qu'on appelle le portail d'information. Donc, il y a l'espace connecté ELEF, il y a le portail d'information des employeurs, portail qui permet de retrouver toutes les actualités autour du CPF, de la répartition du solde de la taxe d'apprentissage, passant par les modalités de cofinancement, jusqu'aux nouveautés de la plateforme Mon compte formation. Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible sur le monde de la formation professionnelle et donc retrouver tout un tas d'informations pertinentes à ce sujet. On a la possibilité, bien évidemment, de débrancher de ce portail d'information vers l'espace connecté, donc l'espace des employeurs et des financeurs, qui permettent derrière d'utiliser les procédures telles que la dotation, encore la régularisation. Alors, on ne va pas vous parler des services qui sont disponibles sur l'espace ELEF, mais vous avez la dotation, la régularisation ou encore les accès à Agora. Voilà, c'est une question après d'habilitation depuis le portail Net Entreprise que je vais vous présenter juste après. Et puis vous avez aussi quand même tous les guides d'utilisation, les foires aux questions autour de ces services qui sont assurés donc par la Caisse des dépôts, notamment un guide, je prends l'exemple, attribuer une dotation, comment je fais, vous avez voilà, le pas à pas qui est présenté dans un guide donc accessible via ce portail d'information. Donc, je le disais, Net Entreprise, c'est un petit peu le point de départ d'accès à la téléprocédure, en tout cas, la téléprocédure de dotation d'EDF. Donc, la connexion peut se faire relativement simplement avec ces identifiants Net Entreprise. Et donc, il faut absolument s'habiliter depuis la plateforme pour accéder à la téléprocédure qui s'appelle Mon compte formation /élu. Net Entreprise donc, n'est pas géré par la Caisse des dépôts, géré par le GIP. Donc, tout ce qui porte sur les questions d'habilitation, il y a une assistance prévue à cet effet par le GIP MDS pour notamment accompagner au processus d'inscription et de génération de mots de passe. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ça passe absolument par cette plateforme, un administrateur, des habilités et puis derrière la possibilité de se connecter, d'accéder aux téléprocédures facilement. Bien évidemment, pour pouvoir commencer à utiliser les services de la Caisse des dépôts, notamment que ce soit la dotation, la régularisation ou Agora, au préalable l'acceptation des conditions générales d'utilisation à la première connexion ou à défaut desquelles évoluent l'acceptation des évolutions. Donc ces conditions, elles sont téléchargeables et déjà accessibles aujourd'hui. Donc, pour se rendre compte notamment des obligations, notamment des parties, que ce soit l'entreprise, la Caisse des dépôts ou les titulaires eux-mêmes. Dès lors que les habilitations sont bien programmées, sont bien paramétrées depuis le portail Net Entreprise, vous avez accès donc du coup à la téléprocédure. Alors vous retrouvez d'ailleurs sur la partie gauche de l'écran le bloc dotation avec un sous-menu où on a vraiment le parcours d'attribution en tant que tel, le suivi dès lors qu'il y a des dotations qui ont déjà été attribuées, un historique des actions et un tableau de bord qui permet de piloter
finalement ces actions d'attribution de la dotation. Quand il y a une première connexion, et notamment en vue d'accompagner l'utilisateur à la plateforme, on a un guide interactif qui accompagne pas à pas à l'exploration de cet espace et des différents outils. On peut, au niveau des habilitations, finalement accéder à plusieurs établissements et donc gérer l'attribution de dotation à cette maille-là. Alors c'est la maille de toute manière qui est gérée au niveau de l'entreprise. On est toujours sur une maille établissement. Pour des entreprises à multiples établissements, on a la possibilité d'être habilité à tous ces établissements et donc derrière de pouvoir faire des dotations à n'importe quel titulaire, bénéficiaire, employé de ces établissements, quand on est dans le cadre notamment de l'employeur qui dote le compteur de son salarié. Pour les autres financeurs, par exemple d'une région, elle va s'habiliter au nom de son établissement et après elle va pouvoir en effet doter le compteur sans qu'il y ait forcément de lien entre les deux. Donc quand vous êtes habilité à agir sur plusieurs sirènes ou sur plusieurs établissements, on n'a pas besoin de se déconnecter à chaque fois, on peut switcher directement dans l'espace EDF au niveau de la partie haute de l'écran et donc choisir et faire le nécessaire par la suite. Plusieurs typologies donc, de dotations qui ont été rappelées, les dotations dites volontaires, qui sont des abondements ponctuels à l'initiative d'un employeur ou d'un financeur au sens large, les droits supplémentaires qui sont encadrés par des accords collectifs, donc accords de groupe, accords de branche, qui permettent par exemple une alimentation plus favorable que celle qui est définie par le décret pour des publics spécifiques ou pour des formations spécifiques. Donc ça peut passer par les droits supplémentaires. Et puis les autres qui sont réglementaires, les salariés, dotation de salariés licenciés. Dès lors qu'il y a un refus de signer un contrat modifié résultant d'un accord de performance collective, par exemple, l'employeur est obligé de verser une dotation dite salarié licencié. Les correctives, Cécile Bertrand, la DGFP, l'a rappelé, quand il y a un manquement aux obligations relatives aux entretiens professionnels, dotation lanceur d'alerte, qui sont des sommes encadrées par des jugements de conseil prud'homme et donc applicables aux salariés, aux facilitateurs lanceurs d'alerte. Et enfin, les dotations aiguës qui concernent un autre dispositif et donc qui concernent les collectivités. Donc, dès lors que vous êtes habilité pour votre établissement à faire une dotation, vous avez la possibilité de choisir la typologie et derrière vous accédez finalement à un parcours relativement simple, ce que je disais aussi tout à l'heure. Soit vous faites de l'identification de saisie avec la méthode saisie en ligne, vous pouvez choisir 20 bénéficiaires en une seule action, on va dire pour une seule dotation globale avec, vous le verrez juste après, l'identification par le numéro de sécurité sociale. Soit vous faites un dépôt de fichiers parce que vous êtes plutôt dans une logique de faire des actions en masse. Et là, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 100 bénéficiaires par upload de fichiers. C'est relativement simple pour attribuer une dotation. Il y a 4 données, jusqu'à récemment 3 données, puis maintenant une 4e. C'est le numéro de sécurité sociale du titulaire, son nom de naissance. Et donc, du coup, là, il y a un contrôle opéré par la caisse pour faire le lien entre le numéro de sécurité sociale et le nom. Le montant de souhait d'attribution. Parce que j'attribue un montant spécifiquement au reste à charge du coût de formation ou
un montant plus favorable, parce que je suis plutôt dans une logique de reconstruction à 50-50. Ça, c'est à la main du financeur. Et donc, la nouveauté depuis septembre 2024, c'est la saisie du coup du code libellé de la certification visée. Donc, dans le bloc, quelle certification souhaitez-vous financer, qui reste une information optionnelle à saisir. Voilà, soit vous rentrez et vous saisissez le code parce que le code est connu, soit vous saisissez le libellé de la certification et il y a un petit moteur intelligent qui vous permet de faire de vous retourner un résultat et de saisir du coup le code libellé certification. Et donc du coup vous pouvez voilà, le faire là pour la méthodologie de saisie en ligne. Vous pouvez le faire pour 20 bénéficiaires. En parallèle de la saisie, c'est important, vous avez aussi dans la partie droite de l'écran une colonne qui fait toujours le récapitulatif des bénéficiaires que vous avez identifiés. Donc là, dans l'exemple, il y a 3 bénéficiaires identifiés pour des montants de prise en charge, montants de dotation différents et pour des certifications différentes. Encore une fois, il y a cette possibilité vraiment de travailler à la main individuelle, ce qui est une des forces aussi de l'espace des employeurs et des financeurs. Et donc la possibilité de refaire des modifications directement, modification du code libellé ou du montant, voire de supprimer le bénéficiaire pour en ajouter un autre. À l'étape de récapitulatif, donc ce que je disais, vous avez possibilité de modifier et de supprimer. Pardon. Vous pouvez personnaliser le type des dotations, donc ça c'est en vue d'un pilotage par le nommage. Vous avez toute la latitude pour choisir l'intitulé. Et enfin, pour la partie dépôt de fichier, donc ce que je disais, on peut aller jusqu'à 100 bénéficiaires un maximum. On dépose un fichier sous format CSV Excel. Et donc là, il y a un système voilà, de contrôle aussi de cette upload de fichier qui permet de retourner via un rapport d'erreur les incohérences qui seraient saisies par le financeur. Les données restent relativement simples. Le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance et le montant. Et avec l'ajout de la possibilité de mettre le code libellé certification, là très prochainement l'ajout de cette notion-là également au niveau du dépôt de fichier. Là, c'est ce que je vous indiquais, un rapport d'erreur qui permet de distinguer les anomalies potentielles avec voilà, le détail. Erreur numéro 1, un montant invalide qui doit être compris entre 1 et 9 999 999 €, où voilà, le montant, le format n'est pas valide parce qu'il y a voilà, un point au lieu d'une virgule, ou encore une fois, ce que j'indiquais, on est sur un contrôle du numéro de sécurité sociale et du nom de naissance, et s'il n'y a pas ce contrôle effectif, voilà, ligne en erreur, la ligne concerne. On n'a pas la possibilité de doter n'importe quel compte, bien évidemment. La phase de paiement, elle est très importante et je vais mettre aussi l'accent dessus. Donc, dès lors que tous les bénéficiaires ont été identifiés, vous avez la possibilité de faire un règlement total. Ce montant qui est viré par le financeur hors plateforme doit impérativement comprendre le libellé qui est posté dans l'appel de fonds que vous retrouvez dans le parcours EDF. Ça, c'est impératif que cette référence soit bien reportée parce que c'est ce qui permet à la Caisse des dépôts de faire l'imputation comptable et derrière d'aller verser les sommes aux différents bénéficiaires de votre action de dotation. Si le montant est inférieur, on ne peut pas faire le choix de dire bon, bah, on va virer la somme pour X% des bénéficiaires. Non, tout est rejeté, d'où l'importance de ce libellé. Et donc, vous avez
en tout cas c'est mis en exergue dans l'appel de fonds, mais également sur le parcours avec les bonnes références, les coordonnées bancaires de la Caisse des dépôts. Tout ça est mis en avant. La notification du coup de l'appel de fonds également qui est transmise, donc vous pouvez garder la trace pour notamment la transmission aux équipes comptables quand voilà, ce sont les équipes formation qui sont chargées de faire les actions d'attribution de dotation. C'est notamment dans les grandes entreprises qu'il y a différents services qui sont concernés tout le long de la chaîne du dispositif. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le financeur a 90 jours pour procéder au règlement des dotations dès lors qu'il s'est engagé à payer la somme. Donc, il y a des relances qui sont effectuées à 30 jours avec une notification, et puis à 90 jours, vous avez voilà, une indication que le délai est dépassé. Et donc que la dotation est automatiquement, les actions sont automatiquement annulées et qu'il faut potentiellement recommencer pour permettre l'attribution des dotations. Un justificatif de paiement également transmis aux financeurs dès lors que le montant a été que le virement a été automatiquement identifié côté Caisse des dépôts et donc que l'imputation comptable a pu être faite. Vous retrouvez dans ce PDF justificatif de paiement également la liste des bénéficiaires et la certification visée dans un tableau en deuxième ou troisième page de ce récapitulatif. C'est aussi important parce que c'est des éléments qui peuvent permettre notamment à des financeurs type entreprise voilà, de demander des remboursements auprès d'autres organismes compétents comme les OPCO. C'est un justificatif de paiement qui est téléchargeable directement depuis la plateforme EDEF. Voilà, après, vous avez des tableaux de suivi. Donc, je l'indique également, un onglet historique, il y a un onglet pilotage de la dotation. Alors, voilà, vous avez pour chaque action le statut en attente de paiement, en cours de création. Voilà, c'est des éléments qui sont mis à disposition et qui permettent de retrouver facilement ce que vous avez produit sur la plateforme. Différents statuts de demande en attente de paiement, donc la relance sur le statut en attente de paiement. Le statut paiement partiel, ça peut arriver, ce que je vous indiquais. Par contre, si on a eu un trop perçu, on fait le versement sur les compteurs et puis on rembourse. Si c'est inférieur, on ne peut pas le faire et dans ce cas, on attend la deuxième partie de paiement. Alors, une petite vue sur le tableau de bord qui permet de retrouver le montant total qui a été versé par le financeur avec une spécificité et un détail en fonction des typologies qui ont été choisies et un suivi au niveau du statut de ces demandes d'attribution. Voilà, là, on voit à l'écran pour 53 demandes qu'il y a eu 32 sont encore en cours de création, 9 sont en attente de paiement, 5 ont été attribués, 7 annulés. Voilà, ces tableaux de bord vont également évoluer avec toutes les évolutions qu'on prévoit dans le cadre voilà, du dispositif de sécurisation de l'utilisation de la dotation. C'est des éléments sur lesquels on travaille et on ne manquera pas de vous communiquer voilà, sur soit des webinaires futurs, soit à l'occasion d'autres séquences, ces éléments-là. Et pour ma part, c'est terminé. Je ne sais pas si je vous redonne la main, Madame Le Rosier. C'est un plaisir de vous communiquer ces informations-là. Merci beaucoup Darius. Merci aussi à Moana et Cécile. Merci. Ainsi que Océane et Philippe qui ont géré le chat où il y a eu beaucoup de questions. Donc je pense que Cécile et Darius, vous n'avez pas eu tout le temps de les consulter, mais évidemment on partagera tout ça. Et peut-être qu'il y aura une restitution lors de l'envoi. Le Synopdesk va vous envoyer à tous, tous ceux qui ont été inscrits au webinaire, comme je l'ai dit en intro,
le support de présentation et le replay. Donc peut-être que seront intégrées aussi les questions et réponses afin que tout le monde puisse y avoir accès et puisse digérer toutes ces informations. Merci, parce qu'effectivement, alors je l'ai dit en intro aussi, vous menez des ateliers et ce webinaire au sein du Synode, je pense que c'était très utile et s'il peut y avoir des suites sur tous les travaux que vous menez conjointement vis-à-vis de nos organismes de formation qui sont aussi à la fois employeurs. J'ai trouvé que les éclairages sur l'évolution du parcours de cofinancement dans le cadre du CPF sont les bienvenus, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est des éclairages à la fois techniques, réglementaires et même opérationnels, avec effectivement de bonnes évolutions entre qui sécurisent plutôt l'exercice de mobilisation des dotations volontaires. Donc merci. Je vous propose qu'on reste en contact et peut-être qu'on se reprendra un rendez-vous soit cette année ou soit en 2026. Il est 10h24, nous avons tenu la durée. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et puis je pense qu'on se verra très prochainement pour d'autres webinaires. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.